Bonne année Internet et bienvenue à ce top des jeux les plus attendus pour l'année 2025. 2025 pépé! Déjà, le temps passe si vite. Et j'aimerais en profiter aussi Internet pour t'inviter à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Juste un petit abonnement pour nous, ça fait toute la différence. On est presque rendu à la barrière psychologique du 10 000 abonnés. Puis on y va, là, on s'en va là, on le visualise. Puis hey, profites-en donc pour aller t'abonner à la chaîne Coup Critique, tant qu'à faire. Juste un petit mot aussi Internet pour te dire que tu ne verras pas dans ce top-là tous les fameux D&D killers. Donc justement comme Daggerheart, DC-20, Drawsteel, parce qu'on en a tous déjà parlé l'an dernier, puis ils sont pas encore sortis. Fait que sache-le, quand on aura la main dessus cette année, on les testera et on pourra te dire ce qu'on en pense. Alors Internet, on commence les jeux de rôle les plus attendus en 2025. Avec en 10e place, Fist, les mercenaires du surnaturel. Oui, Fist, les mercenaires du surnaturel. Un jeu qui, d'ailleurs, est quand même en retard déjà depuis un certain temps, alors qu'il devait être sorti, il me semble officiellement, je croyais que c'était en octobre passé. Il s'agit que c'est un jeu où est-ce qu'on incarne en fait des espèces d'agents, un peu à la Metal Gear Solid, là, avec des pouvoirs peut-être un peu plus surréalistes que la moyenne. J'ai fait une partie avec Pierre-Louis, où Pierre-Louis t'incarnait un genre d'extraterrestre, il me semble, qui était sensible au son ou de quoi comme ça, là, je me rappelle plus trop. Là. Ouais, moi c'est ce qui m'a charmé directement avec Fist. C'est tu lances ces dés-là et tu combines deux traits pour créer un mercenaire paranormal unique. Puis j'étais justement un extraterrestre paresseux. Exactement. C'est exactement ça, oui. Exactement ça. C'était tellement bon. C'est un genre de PBTA, tu sais, 2D6 rencontre l'OSR parce que c'est très mortel, puis il y a pas des compétences. C'est vraiment, ça va vraiment sur de l'intuition, puis une simplicité dans la prise en main du système. Puis là, finalement, ben, il y a une version qui a été lancée sur Kickstarter qui est un peu comme l'espèce de version finale qui vient dans une grosse boîte avec plusieurs suppléments, puis le livre de base. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner physiquement. C'est comme un parfait jeu de fin de soirée. Tu sais, mettons qu'il est comme 11h30, puis je suis un peu fatigué, puis là, j'ai quand même le goût de comme faire une petite game sur le fly avec des amis. Bon, ça sort, puis ça se joue en dedans de 1 heure, 1 heure et demie, c'est fait, là, puis on a terminé. 9e place. Ça, c'est un jeu qu'on a vu tout récemment, puis quand on l'a vu, on s'est senti visé. On s'est dit, ce jeu-là, c'est pour nous. Écoute, on a peu d'informations à te donner Internet, mais sache que ça va s'en venir. La campagne de sociofinancement pour le jeu de rôle de Terraforming Mars. C'est incroyable. Mais, tu sais, comme tu dis, durant les deux, on doit avoir clenché peut-être au-dessus de 200 parties du jeu de société de Terraforming Mars depuis le printemps passé. Là. Ouais. On était vraiment le public cible pour ce genre de jeu. En plus, on en avait déjà parlé. Je me rappelle qu'on avait déjà parlé le fait que ce serait le fun d'un genre de jeu un peu à la trilogie martienne pour genre développer Mars puis voir un peu comment ça pourrait être, comment ça pourrait s'échelonner. Là. Ben, c'est ça. S'ils font miroiter, du moins, sur leur petit teaser de la campagne de sociofinancement, c'est que ça va être un jeu où il va falloir survivre aux dangers de la planète rouge. Il va falloir aussi s'associer à diverses factions. Il va y avoir des grosses compagnies qui vont s'installer sur la planète puis qui vont rivaliser pour prendre le pouvoir à certains endroits. Moi, je trouve ça super intéressant. C'est un terreau fertile pour raconter des histoires quand même. Fait que vous soyez un ingénieur, un marine, un politicien, un scientifique, il y a tellement de potentiel de personnages, de groupes qui travaillent ensemble pour survivre, faire des voyages à travers des sections abandonnées de Mars. Il y a beaucoup de potentiel pour faire des belles aventures. Ça va être quoi le système? Tu disais que tu aimerais ça que ce soit du 5e édition compatible. J'adore ça. J'aimerais tellement ça qu'il y ait je sais pas là, une sous-classe biologiste ou quelque chose de même. Ça serait incroyable. Avec la magie vénitienne. Ouais, c'est ça. Ah, Seigneur. Mais en fait, c'est surtout ça, j'ai hâte de voir. Je pense que le hype autour du concept même, au-delà du fait que ce soit la franchise de Terraforming Mars, c'est de voir ça va être quoi le système de jeu qui va être utilisé pour motoriser le tout. Là.
Je suis vraiment, vraiment curieux. Mais je suis sûr que ça va être un truc un peu collaboratif, là. Il doit y avoir une affaire de création commune sur l'évolution de la planète et tout ça. Ah ouais, hey, ce serait vraiment hot qu'il y ait des systèmes pour construire justement cette espèce d'habitat-là, tu sais, ta petite Hmm. communauté sur Mars, que t'es un peu Mhm. à la Blades in the Dark, là, une espèce de hideout, un Ouais, ouais, repère ouais. commun. Ou même un peu comme un peu comme avec le jeu de société de Roots puis le jeu de rôle, là, où est-ce que tu peux faire des games du jeu de société puis ça va influencer des éléments du jeu de rôle et vice-versa. Oh, Ça serait wow! tellement fucking hot, ça. Ah mon Dieu que ça serait cool. Ah ouais. En huitième place, ça c'est une affaire Oh. que je savais pas trop de quoi ça parlait. Tu m'as envoyé Mhm. ça, j'ai été voir le petit vidéo teaser et tout de suite j'ai fait quelle étrangeté. Ça, c'est du Ouais. pépé tout craché. Ça s'appelle Weird Heroes of Public Access, le jeu de Mhm. rôle des héros de la télé communautaire. Oui, puis je dois t'avouer, en toute sincérité, je ne pensais pas qu'elle allait se ramasser dans le top 10. Je pensais pas qu'elle allait comme finir par être quelque part dans le top 10 parce que c'est très, sans nécessairement dire que c'est très niché, là, on est dans le très très indépendant américain, là, en fait, c'est un jeu de rôle. Un jeu de rôle d'un seul homme, un homme du nom de Joey Royal. Si vous allez voir un peu sur Google à quoi est-ce qu'il ressemble, là, googlez son nom, là, ça a l'air d'être un gars qui sort tout droit je sais pas trop bien, d'un film de série B des années 80-90. Le gars, il est vraiment bizarre. Et il avait déjà sorti des jeux dans le temps où est-ce que c'était justement des suppléments pour le jeu Dungeon Crawl classique où on jouait des ninjas dans une époque moderne. Et c'est un peu ce même mood-là, ambiance justement très série B qu'on retrouve dans Weird Heroes où en fait on joue des animateurs de télévision communautaires. Et le but, c'est un peu comme le jeu de rôle justement Public Access qui porte aussi le même nom. C'est où est-ce qu'on va en quelque sorte on va dire investiguer des éléments qui nous sont rapportés à la télévision communautaire pour essayer de découvrir mais est-ce que le chupacabra est vraiment une vraie créature qui existe, où est-ce qu'il est rendu la tarte au bleuet de ma tante Germaine du bout de la rue, tu sais qu'est-ce qui s'est passé pour que la maison du vieux pasteur soit hantée, des trucs comme ça. Et c'est très à la fois comico fantastique Ouais, horrifique, là. Ça va un peu dans tous les sens, mais je m'attends vraiment juste à une bonne partie de plaisir. Alors, avec un système D6 quand même super simple, là. C'est l'équivalent de lancer un ou plusieurs D6 selon le type de spécialité que vous avez pour l'action que vous souhaitez entreprendre. Et souvent, une réussite, c'est sur un 5 ou un 6, alors que mhm. le un peut engendrer on dit des répercussions négatives sur votre peut-être même sur votre code d'écoute sur la chaîne communautaire, parce qu'il faut Ah que vous la ouais. fassiez vivre, cette chaîne communautaire-là. C'est vrai que moi, ça m'a fait beaucoup penser à Chair de poule, le fait qu'un des Ouais! personnages présentés dans le teaser était une ventriloquiste. Cette idée-là où l'horreur, l'absurde, le comique et l'étrange se Ouais, côtoient ouais, dans un ouais. format très très cheap. Mais c'est cheap volontairement, c'est comme l'effet Oui, oui, c'est cheap recherché, tu sais. volontaire. C'est l'effet recherché, puis ça vaut vraiment la peine de s'y pencher, même si vous n'êtes pas... on dit en même temps qu'on parle, j'ai regardé les vidéos sur Mute, puis ça veut rien dire. En septième place, parlant d'un truc un peu bizarre, ce qui était bizarre, c'est que ce jeu, très connu, qui a marché très très Mhm. très 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 fort, a déjà annoncé sa deuxième édition après seulement 5 ans d'existence, et elle va sortir, dit-on, cette année. C'est la deuxième édition de Alien, le jeu de rôle, par Free League. Moi, j'ai adoré Alien. Je trouve que c'est un jeu qui est presque parfait du côté de Free League. J'ai vraiment, vraiment, vraiment aimé la campagne qu'on a fait cet été. Fait que quand j'ai vu qu'il y avait une deuxième édition annoncée, autant j'étais excité, autant j'étais surpris. Tu comprends? Je partage absolument ton ressenti. J'étais tout aussi surpris et confus par rapport à l'annonce d'une deuxième édition. Et je dirais, il est dans le top 10 parce que, ben, comme toi, j'ai Hmm. adoré Alien, j'ai adoré la campagne et tout ça. Et il y a comme une certaine forme de curiosité qui va supplanter un peu l'inquiétude par rapport Ouais. à cette nouvelle édition-là, parce que selon moi, ça va demeurer un peu dans les mêmes veines. Mais j'ai l'impression en fait, le feeling que ça me donne, c'est qu'ils ont peut-être eu peut-être un peu de pression pour faire une nouvelle édition, peut-être.
venant de la part de la 20th Century Fox, parce qu'ils sont comme un peu les droits, sont comme partagés à ce niveau-là pour le jeu de rôle. Donc, c'est un peu l'impression que ça me donne. Puis cette nouvelle édition-là va, comme ils l'ont déjà mentionné, inclure beaucoup d'éléments qui va, en quelque sorte, aussi aller de pair avec un aspect un peu plus board game, presque war game, où est-ce qu'on va pouvoir déplacer des jetons, on dit des pions sur des cartes et tout ça. Fait il y a vraiment un petit quelque chose que j'ai l'impression qu'ils vont vouloir concilier plusieurs aspects, peut-être même d'un jeu de société, d'Alien avec le jeu de rôle et tout ça. Mais quand même bien, j'ai hâte de voir s'il y a vraiment des changements majeurs qui vont être apportés au système et s'ils vont être capables de vraiment le step-up, comme tu dis, pour moi, c'est quasiment la version 1 d'Alien, c'était quasiment un jeu parfait de la Fury League. Je sais pas comment est-ce qu'ils vont faire pour comme un peu le mettre encore plus sur un piédestal comme il pouvait l'être déjà. Là. Ben, il faut dire, c'est ça, c'est à quel point on a aimé le jeu, qu'à l'annonce d'une deuxième édition, pour moi, c'était évident, genre, ok, ben, je vais embarquer dans la deuxième édition. J'aime tellement Alien, ben, on va attendre de voir ce qu'il en est, mais on parle d'une version aussi qui est évoluée. C'est comme Evolve Edition. Ouais. Je sais pas, pour vrai, j'en ai aucune idée. J'ai juste vraiment. Je suis très curieux de voir où est-ce que ça va s'enligner. Peut-être que ça va être 5e édition aussi. Peut-être que c'est une revente. Encore. En 6e place, ben, tiens, un jeu qui est une alternative à Donjons Dragons. Oui. Qui a annoncé sa deuxième édition dans un super box set, un super beau produit. Cairn! Deuxième édition. Ça a comme pris du temps, moi, avant que j'embarque dans Cairn, puis il y a comme plusieurs éléments qui peuvent expliquer ça, parce que je pense que les deux, on a testé beaucoup de jeux qui étaient orientés Cairn, mais qui n'étaient pas nécessairement spécifiquement Cairn, comme par exemple Horreur Liminal, tu sais, c'en est un, entre autres. Ouais. Mais en soi, Cairn, à mesure que je le joue, à mesure que ça vient un peu en quelque sorte aiguiller le style de partie que je veux faire avec ce jeu-là, parce que c'est pas oui, c'est de l'OSR, puis comme tu le dis, c'est un peu une alternative à Donjons Dragons, mais en même temps, c'est que c'est quand même aussi c'est très porté sur l'exploration, le voyage et tout ça, mais c'est pas tant non plus du dungeon crawl. Tu vas pas aller comme faire des gros donjons humides avec ça. Tu vas aller explorer des lieux, visiter des endroits, combattre des créatures, et le système de jeu demeure quand même assez dangereux, du D20 avec un roll under, donc rouler en dessous d'un seuil de difficulté qui est défini par vos caractéristiques. Et le système de magie qui est aussi très intéressant, parce que c'est un système qui est un peu basé sur le fait que tout le monde peut faire de la magie. Tout le monde peut comme trouver la magie puis l'utiliser selon, on va dire, ses capacités. Et c'est un système aussi qui est basé sur le fait qu'il n'y a pas de... C'est beaucoup, en fait, l'utilisation de l'équipement. L'équipement est au cœur de la réussite de ce que les personnages peuvent faire. C'est pas... Quand les personnages n'ont pas de capacité incroyable, il n'y a pas comme exemple... Le rôdeur n'a pas comme... pas le rôdeur, mais quelqu'un qui est un peu plus guerrier ne va pas avoir des espèces de manœuvres de combat. C'est l'équipement qu'il va avoir sur lui va lui permettre de faire des actions spéciales. Et c'est beaucoup orienté vers ça. Et comme tu le dis... La deuxième édition vient dans une espèce de gros box set avec un écran du maître, un pad, une espèce de paquet de feuilles de personnages. Donc à ce niveau-là, pour moi, c'est un incontournable. Puis j'ai l'impression que la deuxième édition va juste encore plus donner de popularité à ce jeu-là, qui en a quand même déjà beaucoup dans sa sphère à lui. Ouais, qui est déjà ultra apprécié. Fait que là, les gens l'attendaient, puis il arrive cette année. Et en 5e place, on a une adaptation fantastique du système d'un jeu qui est déjà très apprécié. City of Mist devient maintenant en 5e place Legend in the Mist, qui va sortir cette année. Un jeu, comment ils l'ont appelé? C'est quoi le qualificatif? Un fantasy rural? Rustique. Rustique, c'est le terme qu'ils ont utilisé. Fantasy rustique. Puis moi, ce que j'aime beaucoup de City of Mist comme système, c'est leur système de tags, où est-ce que c'est super narratif, et on a plein de tags qui définissent notre personnalité, notre passé, l'équipement qu'on a, les conditions qu'on reçoit, soit par des monstres, des sorts, etc. Fait qu'on va tout mélanger ça, et tu dois utiliser ta créativité pour faire « Hey, moi, je suis un farceur. » Fait que c'est sûr que je peux utiliser mon tag farceur pour essayer de faire tomber le monstre. Puis j'ai le tag toujours plein de cossins. Fait que je sors dans mon sac une vieille corde. Ça aussi, ça me donnait un bonus pour faire tomber le... Et c'est ça qui est génial ici. Puis c'est vraiment pas du D&D, vous l'aurez compris. C'est des aventures fantastiques, narratives, où on raconte une histoire. Oui, on est beaucoup plus, comme tu le dis, on est beaucoup plus du PBTA. Raconter une histoire avec... le support et le soutien des autres personnes autour de la table et
en quelque sorte du bonheur de jeu aussi. Là. C'est vrai que c'est ça qui est intéressant aussi dans cette espèce de fantastique rustique, c'est que tu joueras pas nécessairement le magicien le plus puissant de ton époque. De ce que j'ai vu, il propose de jouer un ramasseur de pommes, un garde local, une vieille femme sage. Fait que tu peux jouer vraiment des archétypes de contes fantastiques plutôt que de jouer le classique Legolas qui fait du skateboard sur son bouclier, tu sais. Oui, exactement. C'est vrai qu'on est beaucoup moins dans le high fantasy. Là. C'est plus terre à terre. Tu sais, à un certain point, ça me fait un peu plus penser à... c'est une autre comparaison, là, mais ça me fait un peu plus penser un peu comme à Weizen. C'est une espèce d'ambiance un peu plus... justement, plus tournée vers un genre de folklore que tu comprends pas nécessairement. Tu sais, un folklore que tu peux pas définir par des caractéristiques de monstres. Là. Ouais, ok, vulnérable au feu, parfait. Ouais, c'est ça. On est beaucoup moins dans ça. Là. En 4e place, un jeu qui a été fait par le créateur du jeu Wild Sea. Ça s'appelle Pico. Et Pico, c'est un jeu qui a connu un bon petit succès en sociofinancement l'été dernier. Et c'est un jeu où est-ce qu'on incarne des insectes qui doivent redécouvrir un monde, le monde des humains, qui a été abandonné par une grande catastrophe que les insectes n'ont pas vraiment compris. T'sais. Fait que tu joues un insecte dans un monde post-apocalyptique humain. Fait que ça me fait très penser à un peu Adventure Time. Mm-hmm. C'est un post-apo peinturé fluo, là. C'est que dans le fond, la lanterne, l'espèce de lanterne est tellement rapprochée sur le tout petit que tu vois pas l'espèce d'immensité d'une terre dévastée. Là. Au contraire, tu vois juste l'espèce de petite zone bien herbeuse avec les animaux et les insectes et c'est bien plaisant et amusant. Ouais, puis ce qui est chouette là-dedans, c'est que le système de Wild Sea et donc de Pico, qui s'inspire à peu près des mêmes mécaniques, ben c'est basé un petit peu sur Blades in the Dark, Forge in the Dark, le système où c'est très simple. Tu lances un des 6, si t'as un 6, tu réussis. Si tu roules 4 et 5, tu réussis, mais il t'arrive de quoi de compliqué. Puis si tu roules 1, 2, 3, ben là, c'est un vrai désastre. Mm-hmm. Puis il y a des trucs qui peuvent t'amener plus de D6. Tu les roules, puis t'espères obtenir un 6. C'est chouette parce que ce que j'aime aussi de ce genre de jeu-là, c'est que la plupart du temps, et Pico fait pas exception, ils te demandent comme groupe d'aussi construire une fiche commune. Donc dans Blades in the Dark, c'est ta gang de voleurs. Dans Pico, si tu vas construire aussi ce qui est ton espèce d'engin pour parcourir ce monde-là, ta monture, qui est comme une espèce de repère bâti sur un chat, un renard ou un autre petit animal à pattes. Ça me fait un peu penser à des jeux comme... Ça me faisait un peu penser à des jeux comme Hollow Knight, des espèces de jeux justement où tu incarnes des espèces d'insectes, mais qui sont pas définis sur des espèces précises et t'évolues dans un monde aussi mystérieux qu'incompréhensible. Mais moi, je suis très excité de Pico. Je trouve que l'ouvrage a l'air magnifique. C'est sûr que ça aide beaucoup. Mais c'est aussi le genre de jeu que je pourrais convaincre mes enfants de jouer. Parce que, tu sais, des illustrations puis un univers attrayant, c'est sûr que c'est important pour faire comme « Ah, ben là, c'est trop cool. Ben oui, j'ai le goût de jouer à un scarabée, moi. » 3e place, on a un jeu que je sais pas si c'est mon algorithme YouTube qui est bizarre, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Il me semble qu'il était un peu partout pour parler de son jeu Broken Empires. Un jeu qui a été qualifié de Simlight? Simulation. Un genre de... C'est drôle parce que c'est comme un peu un... On dirait que c'est comme un... C'est orienté, le public cible, c'est un peu comme si vous aimez les jeux OSR, mais que vous voulez quelque chose d'un peu plus simulationniste. Oui, sans exact! Sans pour autant que ça soit comme trop crunchy. C'est genre l'alternative pour vous, il semblerait. Ouais, puis écoute, ce jeu-là, c'est quand même une grosse patente dans le sens que c'est comme... Tu le sens que c'est comme le projet d'une vie de quelqu'un qui a pris toutes les affaires, qui aime de tous les jeux qu'il a joués, puis qui les a combinés ensemble en rajoutant des nouvelles idées. C'est un système décent. Donc tu lances un dessin, tu vas obtenir en bas de ta caractéristique. Mais c'est un système décent blackjack, là. C'est même qui le définit. Genre, tu veux rouler en bas de ta caractéristique, mais le plus près possible du résultat. Fait que si t'as 80 dans quelque chose, rouler 79, c'est comme le meilleur cas de figure possible. T'sais. Puis, ce qui explique, c'est que les combats sont très tactiques et très narratifs. Fait que lui, ce qu'il veut, c'est que tu lances un dé, puis dans ce résultat de dé-là, selon ton écart avec le résultat et ta caractéristique,
il y a plein de choses qui vont se résoudre. Est-ce que tu vas être capable de justement viser le bras de ton adversaire, lui casser un bras ou l'endommager, changer ses options tactiques pour le prochain round, étant donné ce que tu viens de faire? Est-ce que tu l'as fait tomber? Est-ce que... Moi, ça m'a très... comment dire? Ça a piqué ma curiosité, ça a enflammé mon imaginaire. Son système de magie aussi qui est complètement freeform. Fait que ses lanceurs de sorts peuvent choisir à partir d'un paquet de types de sorts. Mais tu sais, tu lances pas boule de feu. Tu lances à partir de création feu. À partir de création eau, création terre. Vous voulez être un peu plus stratégique, mais en même temps, vous voulez aussi que ça soit narratif. Mais là, vous avez le juste milieu parfait. Vous voulez pas trop que les règles soient trop imposantes, mais en même temps, vous voulez que ça soit très complet, très varié. Vous pouvez comme faire un peu ce que vous voulez, parce qu'il n'y a pas de level, il n'y a pas de classe. Tu personnalises comme tu veux ton personnage, selon un peu ce que tu mets, où est-ce que tu mets tes points, tout ça. Fait que je comprends je comprends l'intérêt. Je suis vraiment curieux. Comme toi, on dirait que je m'en contre-torche les binoches de la campagne. Là, en soi, l'univers, je m'en fous. C'est vraiment pas ça qui me stimule. Mais le système de jeu, je trouve que ça a l'air vraiment cool. Puis j'ai hâte de voir quand il va être vraiment complet et partagé à quoi ça va ressembler. Tu sais, voir la feuille de personnage qui fait 8,5 par 11, là, une grandeur de feuille de travail normale, puis qui est remplie de stock. Ouais. Mais qu'on me promet que c'est comme intuitif et rapide. Je suis comme curieux. C'est à voir. C'est à voir, ouais. En deuxième place, on a un jeu que, étonnamment, moi j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on en parle, mais là, c'est l'année où on va pouvoir l'avoir concrètement entre les mains. C'est The Between. Mais oui, The Between, publié par le Gauntlet, qui est, je crois, une de mes boîtes de publication, je trouve, qui font les produits les plus originaux. Et les plus rafraîchissants dans leur genre. Et eux autres, ils vont vraiment comme réinventer en quelque sorte l'utilisation, le concept d'un PBTA en créant un autre système qui est très basé là-dessus, qu'on va appeler quelque chose qui est Curve by Brindlewood Bay. C'est parce que Brindlewood Bay, c'est comme leur premier jeu, mais ils vont sortir maintenant The Between, qui est en soi... je sais pas si t'as déjà écouté, Pierre-Louis. T'avais-tu déjà écouté la série Penny Dreadful? Oui! C'est un peu ça. Avec Josh Arnett. Avec Josh Arnett Eva et Eva Green. Ouais. Et c'est un peu ça. C'est où est-ce qu'on incarne en fait des espèces d'investigateurs, des personnages un peu emblématiques dans une Londres victorienne fin 1800. Et on va vraiment investiguer des mystères, investiguer des secrets, mais dans une ambiance à la PBTA comme publié chez le Gauntlet. C'est-à-dire que on appelle ça, et pour vrai, ça, c'est un terme que j'ai appris récemment, je ne connaissais pas du tout cette terminologie-là, c'est de l'enquête évolutive, où les personnages, du moins pour le scénario, mais le module en jeu, le mystère qui est en cours, n'est pas prédéfini d'avance, la conclusion n'est pas prédéfinie. Ah oui, oui, oui. Le maître de jeu ne le sait pas. Donc, plus tu joues, tu découvres des secrets, tu découvres des indices, et tu fais, en quelque sorte, tes hypothèses concernant les aléas et concernant la solution à l'intrigue en cours. Et à la fin, selon le nombre d'indices que tu as accumulés, selon le nombre de secrets que tu as dévoilés, il y a un jet qui peut être fait. Et selon ce jet-là, plus des modificateurs justement qui est affecté par tes réussites ou tes échecs au courant de la partie, ça vient ou non bien définir à quel point tu es dans le champ ou pas du tout sur l'hypothèse concernant le secret qui est en cours. Ouais, c'est ça. Et c'est très horreur, justement, horreur victorien gothique, là, que t'as un des personnages que c'est, exemple, une espèce de sorcière, mais tu sais, elle est comme cachée dans le monde des hommes. T'as un autre personnage que c'est comme quelqu'un qui a une maladie, que la nuit, il se transforme un peu quasiment en genre de Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ouais. Et il y a une mécanique vraiment, vraiment très cool, très chouette, qui est très, je trouve, appropriée à ce style de jeu-là. C'est qu'il y a un personnage non-joueur en quelque sorte, qui est un peu le Arch Nemesis. C'est genre le Docteur Moriarty des aventures de Sherlock Holmes, qui lui est l'espèce de grand méchant qui va être à la tête de tout le scénario en cours, de toutes les aventures en cours. C'est tout le temps lui qui est comme derrière les machinations qui se déroulent. Et c'est comme un peu un archétype. Et selon l'archétype que tu choisis de grand méchant derrière, ben ça va venir influencer en quelque sorte les mystères que tu tentes de dévoiler. Ça va influencer aussi les menaces que tu peux rencontrer. Et pour l'avoir déjà joué, pour l'avoir fait jouer parce qu'il était sorti justement en version numérique, c'est vraiment bon. C'est vraiment le meilleur dans ce qui se fait, je trouve, en matière de
PBTA-like genre de PBTA. The Ouais, Between, puis c'est du bonbon. parfait pour des petites campagnes aussi, justement, avec ces personnages-là, Oui, comme un arc mais Némésis que tu vas suivre pour essayer de poursuivre et arrêter au bout du compte, hein. oui, mais en fait, je pense que c'est un peu ça c'est la force, mais en même temps, c'est la limite de ce jeu-là, c'est que je trouve que ça se joue surtout en campagne. Tu Ouais, peux pas ouais. vraiment faire de one-shot de ça. T'as comme le goût de faire évoluer l'aventure en cours et de mettre, on va dire, sous les projecteurs qui est le vrai grand vilain qui se cache. Est-ce que c'est le roi des ombres? Ah! Il y a comme Ouais, ouais. il y a plein de mystères comme ça. Fait que ça se joue surtout en campagne. Mais comme tu le dis, c'est pour une courte campagne de comme 5-6 parties, là. Ah, ça doit être incroyable. Vous l'attendiez, mesdames et messieurs, c'est quoi le jeu qu'on attend le plus en 2025? Ben, c'est sûr que tous les D&D Killers sont bien excitants et tout ça, mais moi, le jeu que j'ai découvert cette année, la maison d'édition qui m'a le plus excité, Rowan Rook and Deckard, ils vont sortir un jeu. Mothership. Non! Pour la 4e année consécutive! Non, Eh ben non, écoutez, c'est The Hollows, qui est un jeu des créateurs de Spire, Heart. On n'est pas dans le même univers, c'est pas le même système du tout, donc c'est vraiment une nouvelle proposition. L'idée, c'est que c'est un peu un jeu à la... pensez à tous ces jeux-là où il faut affronter un boss à la fin du tableau. Shadow of Colossus. Genre Shadow of Colossus. Ouais, tu sais, les Dark Souls, Bloodborne. On est des chasseurs de monstres. Dans un univers un peu dantesque, infernal, un royaume corrompu par des forces du mal. Et nous-mêmes, on est un peu touchés par cette ombre. On doit, à chaque session du jeu, se plonger dans un hollow, qui est comme une espèce de domaine de la terreur, là. Fait qu'il y a un petit côté Ravenloft peut-être aussi là-dedans. Et on doit essayer d'atteindre le boss, le monstre au cœur de ce lieu maudit. Accumuler des informations pour le vaincre et l'affronter. C'est ça ta fin de session, un combat de 60-90 minutes, avec plein de décisions tactiques à coordonner avec ton groupe. Tu sais, les systèmes, c'est un roll under à la base. Fait que tu as des habiletés sur 20 et tu lances un dé, tu essaies d'obtenir en bas de ton résultat. Mais tu as aussi un paquet d'armes qui définissent un peu comment tu vas agir, comment tu vas pouvoir... c'est quoi les moves spéciaux que tu vas pouvoir faire dans un combat. Selon que tu as une épée, un fusil, un livre, une armure. Fait que ça, c'est vraiment intéressant. Puis, oui, c'est parfait pour des one-shots, parce que tu te lances dans un boss, t'apprends à le connaître, puis à la fin de la session, tu combats le boss. Puis c'est très très dur, le jeu se revendique comme un jeu mortel. Où est-ce que tu affrontes le boss, puis il va vraiment falloir que tu travailles pour survivre. Mais après ça, que tu meurs ou que tu gagnes, tu peux aller voir un autre Hollows, puis gagner des reliques, gagner des moves, gagner des... qui vont te permettre de devenir plus fort. C'est tellement du Bloodborne, là. C'est tellement genre du Souls-like, là. Aller Oui, comme c'est ça. affronter les créatures, perdre, revenir, trouver du stock, retourner, battre contre le monstre. Je dois t'avouer que je me rappelle jamais du nom complet, là. C'est Ran Rook and Decker. C'est quoi le nom c'est Ouais. ça? Rowan Rook and Deckard. Ran Rook, on dirait un truc de genre de vente de planches. Tu sais, on dirait un genre de quincaillerie, là. Mais ouais, Ran Rook and Decker, je suis tout le temps surpris de voir les petits projets un peu mystérieux qui sortent de cette boîte-là, qui sont tout le temps super comme tu sais, un genre de surprise qui sort d'une boîte à musique, là, dans le sens qu'on sait jamais à quoi s'attendre, puis c'est tout le temps des trucs qui vont un peu révolutionner leur petit côté ou leur petit genre, ou donner une toute autre approche à un genre de jeu qui existe déjà. Tu sais, eux autres, ils avaient sorti dans le temps, ils avaient sorti genre Orc-Bug, qui était comme un genre de Markboard, Ouais. pour jouer des orcs dans l'espace, puis c'était fucking bon. Ouais, c'était vraiment super cool. Mais Hollows, autant il y a un petit côté de moi qui fait comme, hey, je peux-tu comme faire plusieurs fois les games de ça, mais autant j'ai l'impression que il parle de factions, il parle de justement les mécaniques d'exploration pour pouvoir justement visiter l'endroit puis trouver justement les objets autour, puis les types de monstres contre quoi tu vas te battre à la fin. J'ai l'impression que malgré tout, il y a comme une belle rejouabilité avec Ouais. ce jeu-là. Puis je suis comme vraiment curieux de voir ça aller. Je suis vraiment curieux parce qu'il y a plusieurs de leurs jeux qui introduisent cette mécanique-là que je trouve, moi,
Pour moi, ça, c'est novateur, là. C'est quand tu meurs, ou quand tu subis un échec, là, où normalement, dans un jeu, c'est juste « Non, t'es mort, va-t'en, tu joues plus. » Ici, c'est quand tu meurs dans un boss, tu respawns après. Fait que tu rebattras pas peut-être le même boss, mais tu vas gagner de la corruption. Parce que c'est comme si le mal avait eu raison de toi. Fait que, ok, tu débloqueras pas nécessairement des nouveaux pouvoirs, mais tu vas devenir corrompu, puis tu vas gagner finalement des nouveaux pouvoirs. Mais des pouvoirs du mal, négatifs, où tu commences lentement à devenir toi-même un des monstres que tu chasses. Puis tu sais, ça, pour moi, je me vois très bien faire une mini-campagne, puis que l'arc final, c'est toi, maintenant, t'es le boss. T'sais? Ouais, que dans le fond, le personnage qui a été le plus souvent, qui est le plus souvent mort durant la partie, c'est comme lui le boss à la fin, quelque chose comme ça. Écoute, c'est sûr que c'est un ton, c'est un univers, il y a le côté très dark, infernal, métal. C'est un ton qui plaira pas nécessairement à tous les groupes de joueurs, mais je pense que si vous avez vu ces images-là d'un espèce de petit plateau abstrait, un jeu très tactique pour essayer de tirer le meilleur de votre style de jeu. Par exemple, il y a certains monstres, c'est ça qui est fou, c'est que les boss sont vraiment, vraiment cool. C'est comme si tu avais un ultra méga bon boss de Donjon Dragon avec des habiletés uniques. Puis tout ce qu'ils ont fait, qui ont échoué pendant la session de jeu, ça t'a donné, toi, des avantages mécaniques à la fin. Puis en même temps, je trouve ça tellement logique en soi parce que souvent dans une soirée de Donjon Dragon, tu vas avoir un combat peut-être. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Ça revient quasiment au même un peu. Sauf que tu vas te battre contre une grosse créature qui va être absolument beaucoup trop forte pour toi si genre tu t'es pas bien préparé. Puis je t'avoue que j'aime vraiment beaucoup le fait que ça soit comme un espèce de petit plateau de positionnement selon l'endroit que tu te places pour pouvoir te battre contre la créature qui est comme si tu es au centre contre toi, là. Ouais. Puis c'est cool que chaque monstre ait comme une twist unique, genre, cette créature-là est super agile, fait qu'elle est super difficile à toucher à distance. Fait que t'as pas le choix de rentrer dans la zone d'approche pour être capable d'y faire du vrai gros dégât. Fait que là, soudainement, le gars qui a un couteau, c'est lui qui... Toute la game repose sur lui, mais s'il se fait trucider dès le début, c'est comme « Oh non! » Fait que tu sais, tout ça, il y a vraiment des possibilités de combos, là. Au niveau du game design, ça avait l'air prometteur. Comme à chaque fois. Pour lui. Là. Comme à chaque fois pour cette boîte-là. Fait que oui, c'est sûr qu'on va essayer ça. Puis comme tous ces jeux-là, hein, comme à chaque année, on essaye toujours tous les jeux qu'on propose, hein, Pépé? Ben oui, j'essaye du moins. On essaye? Du moins. J'essaye. Quand ils sortent? Quand ils sortent. Quand ils sortent, parce qu'il y en a qui sont pas encore sortis. Ben oui, puis on espère que vous aurez l'occasion d'essayer toutes sortes de nouveaux jeux de rôle en 2025, parce que ça fait du bien parfois d'essayer de nouveaux systèmes, de nouvelles idées, de nouvelles maisons d'édition. Fait que n'hésitez pas si vous avez des suggestions, des propositions de choses, laissez-le dans les commentaires! Ben oui, c'est connaître un peu vos attentes pour 2025, parce que veut pas, là, on était très dans le monde anglophone, mais c'est sûr qu'il y a des trucs dans le monde francophone qui sortent qu'on est peut-être un peu moins au jus parce qu'il y a comme un océan qui nous sépare. Mais c'est des choses qui s'en viennent en 2025 et vous savez que ça sort en 2025. Vous pouvez nous le partager. Moi, je serais très curieux de le savoir. Fait que voilà. Puis je vous souhaite à tous de passer d'excellentes parties avec vos amis et votre famille. Puis on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Au revoir.